Vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France, Ils refont la France spécial vacances. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France. Retour de Eh ben oui, ça y est, les vacances scolaires ont débuté hier pour des millions de petits Français. Alors qui part où? Pourquoi les étrangers aiment-ils autant venir passer leur été chez nous? Y a-t-il des vacances à la française? On en parle avec Juan José Dorado, periodista español en París. Hallo Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin. Paola Martínez, periodista chilena en París. And Philip Tull, chroniqueur, British journalist at France 24. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour ce nouveau numéro, donc un peu spécial d'Ils refont la France. Le chiffre de la semaine. Et notre chiffre cette semaine, c'est donc 8. 8 comme le nombre de semaines de vacances qu'ont cet été les petits Français. Toutes les chansons possibles et inimaginables sur les vacances tout au long de l'émission. Vous trouvez ça trop, 8 semaines de vacances l'été, Juan José? Non, c'est pas assez. Ah bah oui, Nous, en Espagne 11 semaines, on en c'est a ça plus parce qu'effectivement... Alors, grosso modo, on a les mêmes jours de classe en Espagne qu'en France. La différence, c'est qu'effectivement, nous, on a réparti les vacances de façon différente. Et nous, depuis la mi-juin, grosso modo, les enfants sont en vacances. Ils sont déjà en vacances. On n'attend pas le 7 juillet comme en France pour partir en vacances. Non, nous, c'est depuis la mi-juin. Et par contre aussi, on commence quand même plus tard, parce qu'en Espagne, ça va commencer entre le 8 et le 15 septembre, l'école, quand en France, vous allez commencer, malheur, le 1er septembre, ce qui nous oblige, les parents, à venir beaucoup plus tôt. Ouais, non, il faut bien rentrer un moment. 8 semaines donc en France, 11 semaines en Espagne, 12 semaines en Italie, 13 semaines au Portugal. Et alors au Royaume-Uni, en Allemagne, 6 semaines seulement, j'ai envie de dire, Birgit. 6 semaines seulement, mais en fait, quand j'étais élève, je trouve ça assez long. Ça dépend vraiment de ce que vous faites ou ce que vous proposent aussi vos parents. Donc, il faut aussi qu'on fasse quelque chose avec les enfants, qu'on puisse aussi les caser quelque part. Moi, je trouve que 6 semaines, c'est suffisant. Si après, au cours de l'année, on a encore des semaines de vacances. Par exemple, je viens d'une région en Allemagne où les vacances commencent seulement début août, donc c'est vraiment tard. Mais on a encore des vacances en mai-juin, donc 2 semaines. Donc, je pense que la répartition, même pour les enfants, est peut-être meilleure. Et parfois, il y a même un peu le reproche en France que c'est peut-être aussi les professionnels du tourisme qui dictent un petit peu c'est le fait. vous trouvez? J'entends ça. On oui. entend ça. Oui, on entend ça. Philippe, vous faites partie de ceux qui disent que les petits Français ont trop de vacances? Vous savez, quand j'étais jeune enfant, j'étais vert de jalousie. C'est vrai? Quand j'ai appris que les Français avaient 8 semaines de vacances, parce que moi, à l'école, je me souviens qu'on commençait nos vacances vers le 24 juillet et on commençait en début septembre. Et je me dis, comment ça se fait que les Français auront autant de vacances? Je suis sûr que quand on est lycéen ou lycéenne ou écolier ou écolière en France, c'est jamais assez long, mais c'est beaucoup plus long que nous en Grande-Bretagne. Et moi, j'ai jamais trouvé que c'était trop long, mes vacances. J'avais toujours l'impression que quand on revenait à l'école début septembre, c'était le début de la fin et je vois un énorme tunnel noir devant moi de travail, de devoirs à la maison et les vacances étaient finies. Donc, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'aurais préféré vivre en France qu'en Grande-Bretagne. Paola? On est vraiment pas mal lotis, nous. C'est 5 semaines à peine pour les Chiliens. C'est pas beaucoup. 5 semaines à peine. Il y a 2 mois de vacances, c'est janvier-février, qui c'est l'équivalent de l'été ici, bien entendu. 1 semaine de vacances en juillet, c'est les vacances d'hiver. Et sans compter les fériés, il n'y en a pas nombreux non plus. Et à chaque fois que moi je raconte mes enfants sont en vacances, encore, c'est toujours le mot qui sort souvent, c'est pour un latino-américain, pour un Chilien en particulier. La France, vraiment, il dit que les enfants ici sont très très bien choyés, mais parce qu'on comprend aussi les rythmes scolaires des Français. Et c'est ça. J'ai regardé les chiffres. Les petits Français ont plus d'heures de cours. 8100 heures par élève chaque année. Que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 7500 à peu près dans la moyenne. Et finalement, même quand on regarde sur le nombre de vacances dans l'année, 16 semaines pour les petits Français. Bon, c'est plus toujours que le Royaume-Uni, plus que l'Allemagne. Mais par exemple, on est à 19 semaines en Irlande, 17 semaines au Portugal. Donc c'est pas
tant que ça finalement. Non, c'est pas tant ça. Ça explique beaucoup la fatigue, notamment de ces rythmes scolaires qui sont assez chargés. Moi, je suis aussi professeure d'université et ici aussi ici en France. Et j'entends bien qu'à la fin de cette période, il y a des périodes, les gens qui ont des 6 semaines de cours avec comme un prisonnier en cellule, vraiment. Et on voit que les enfants, à la fin de cette période, ils sont très très fatigués, notamment dû à ces rythmes scolaires qui sont très très chargés. Philippe. Vous savez, l'une de mes premières expériences en France, quand j'avais 19 ans, c'est qu'on m'a envoyé dans une colonie de vacances en Haute-Savoie pour devenir moniteur. J'avais soumis comment 12 garçons de 9 ans. Mon français était extrêmement médiocre à l'époque. Et je pense que je n'ai jamais autant souffert pendant un mois parce qu'il a plu des cordes pendant 15 jours et on ne pouvait pas sortir. On était enfermés dans des salles avec ces enfants qui hurlaient, qui chahutaient, qui pleuraient parce qu'ils voulaient leur maman. Moi, je voulais la mienne aussi. Et donc, c'était une expérience... je pense que j'y pense encore. Et je dis, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Grande-Bretagne. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a français là-dedans? Il n'y a pas de colonie de vacances en Grande-Bretagne? Pas comme en France. Ah bon? Non, pas comme si on envoyait des enfants dans les... C'est une spécialité française. Et le directeur de la colonie s'appelait Monsieur Landru. Alors donc, on me disait toujours, mais il faut pas l'énerver parce que vous savez, il est peut-être de la famille du fameux Landru qui a tué... Mais attendez, aux États-Unis, il y a bien des camps d'été ou des trucs comme ça, non? Aux États-Unis, peut-être, mais en Grande-Bretagne, ça n'existe pas. En Allemagne, ça n'existe pas non plus, Birgit, ça? Beaucoup moins, oui. C'est pas comme quasiment tous les parents envoient leurs enfants aux colonies de vacances, mais encore une fois, c'est aussi parce qu'il faut des solutions aussi. Et du coup, chez nous, les vacances sont plus courtes. Les femmes travaillent un peu moins aussi. Et non, il n'y a pas cette institutionnalisation presque des colonies de vacances. On a des colonies de vacances. On en a. Donc, d'ailleurs, moi, j'envoie souvent. Cette dernière année, j'ai envoyé mes enfants en Espagne, justement, en colonie de vacances. Mais après vous avoir entendu, déjà, je vous plains, allemand et anglais, sincèrement, je vous plains. C'est terrible ce que vous avez vécu. Mais je lance quand même un appel solennel aux enfants français. Venez en Espagne, on a plus de vacances, moins d'heures de cours et il fait très beau. Il ne pleut pas des cordes comme en France. Et vous avez assez d'enseignants pour tous les accueillir si vous les récupérez tous? Voilà, donc on peut tous les récupérer. Bon, on va marquer une petite pause. Cet été, plus de 70% des Français ont l'intention de rester en France. 73% précisément. Les étrangers, eux, et c'est la bonne nouvelle du moment, sont de retour après le Covid. Alors qu'est-ce qui leur plaît tant? Pourquoi la France reste-t-elle la première destination touristique mondiale? Y a-t-il d'ailleurs des vacances à la française? On en parle dans un instant. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. RTL. Remaking France. Met Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Deuxième partie de ce Ils refont la France spécial vacances. Et avec nous ce soir toujours Birgit Holzer, Paola Martinez, Philippe Turle et Juan José Dorado. Le mot The word of the week. de la semaine. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Et oui, c'est l'heure de l'apéro. Apéro, c'est notre mot de la semaine. C'est, paraît-il, typique des vacances à la française. Vous confirmez, Birgit? Oui, absolument. Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs une des plus belles choses, même hors vacances en France, je trouve, parce qu'on n'a pas du tout le même réflexe, en fait, d'abord à manger une olive et trinquer avant de vraiment passer à table. Paola, vous avez dit absolument vous aussi? C'est le moment de l'été, l'apéro, absolument. Parfois, il y a l'heure aussi de l'apéro, bien entendu, l'apéro des midis et l'apéro du soir. Bien sûr. Il y a en vacances, notamment, c'est ce qui fait aussi une spécialité française, c'est se réunir autour où on soit, peu importe, dans une terrasse à Paris, au bord d'une piscine, etc. Mais lors de l'apéro, c'est tellement français, avec ce rosé délicieux, le mélange jambon, un petit fromage. C'est un rite les sacré, écrivait il y a quelque temps le Daily Télégraphe. Vous savez, moi je suis souvent parti en vacances en France avec des Français et la journée tourne autour de l'heure de l'apéro. À quelle heure on prend l'apéro? Avec qui? Qu'est-ce qu'on y mange? Voilà. C'est tout ça, et puis, toutes ces questions. si on a un projet de l'après-midi, il faut qu'on arrive à rentrer pour l'apéro, sinon on se fait engueuler. Et même si on est en train de s'éclater à faire quelque chose, il faut s'arrêter parce qu'il y a l'apéro à la maison, on ne peut pas les faire attendre. Donc, nous, en Grande-Bretagne, on n'a pas ça. Nous, c'est aller à partir de 18h, on commence à boire des pintes de bière, mais on n'a pas une heure fixe pour commencer à faire cela.
comme on a en France. Mais il y a une certaine charme à cette heure d'apéro parce que c'est plutôt l'occasion de se réunir, d'échanger des informations sur la journée, de se retrouver entre amis. Donc c'est la convivialité à la française. C'est la convivialité, mais ça fait un peu vieille France aussi, qui est assez charmant, je trouve, pour nous les étrangers. Vu d'Espagne, vous faites l'apéro, vous, quand même, les tapas. Oui, je vous entends parler comme si en fait, on est très cousins avec les Espagnols. Les tapas, vous connaissez, bien sûr. Nous, on commence déjà très tôt, au matin, au petit-déj, parfois. Et on termine aussi au petit matin avec les churros con chocolate à l'aube. Donc, mais nous, ce que vous dites, ce que vous êtes en train d'expliquer pour la France, c'est la même chose pour l'Espagne. Et en plus, il fait beau là-bas, encore une fois. Arrêtez, ça suffit maintenant. Mais c'est vrai, c'est les tapas, c'est notre vie, on passe la journée à ça. Les tapas avec, et on boit de la sangria ou de la sangria pour ceux qui le bèrent, mais il y a de la bière aussi, mais bien sûr, beaucoup moins de vin. Vous parliez du rosé, nous c'est plutôt la sangria, parce que c'est typique espagnol, avec la bière. Avec modération. Dans l'apéro à la française, il y a quoi? Il y a du rosé, vous disiez, il y a quoi d'autre, spontanément? Melon, fromage, quoi d'autre? Moi, j'ai plutôt tendance à ouvrir une bouteille de champagne pour la Oui, bien sûr, mais bon, ça c'est la meilleure des cas aussi. Mais c'est le côté british. Mais je suis pas d'accord que c'est la vieille France, parce que les nouvelles générations sont vraiment appropriées ces moments, cet instant. Oui. Et il y a des sites qui proposent des nouveaux apéros, des apéros aussi en mar, dans les parcs, dans les jardins. Je suis pas d'accord, donc c'est une idée de la vieille France. Au contraire, ça a été révisité. Ça s'est démocratisé en Grande-Bretagne depuis une trentaine d'années, mais il est vrai que autrefois, ça n'existait pas. On avait plutôt tendance à prendre des cocktails avec les sorties, notamment le Pimm's, qui était le summum du chic pour les jeunes gens. Mais l'apéro, en tant que tel, c'était plutôt un hors d'œuvre, parce qu'on se trompait entre le mot hors d'œuvre et apéritif. Mais c'était en début de repas. C'était pas juste une boisson entre amis, avant d'éventuellement faire autre chose après. Et parce que l'apéro en France, ça peut être un apéro qui dure toute la soirée. Justement, on dîne comme ça, et apéro dînatoire, ça existe, ça énerve certains d'ailleurs. Et très français aussi, l'idée c'est d'approprier la rue. Par exemple, dans les villes, les gens, ils prennent son panier, ils vont dans les parcs, au bord des Seines aussi. Et ça étonne beaucoup aux étrangers, notamment les Chiliens qui sont des passages à Paris. Ils disent, c'est formidable comment les gens s'approprient la rue, les espaces publics pour notamment ces moments de convivialité autour d'un rosé ou quoi qu'il soit. Au champagne, dans le meilleur des cas aussi. Là, vous parlez des jeunes, mais je suis d'accord avec Philippe. Moi, l'apéro, la première image que j'ai, voilà, c'est le vieux couple dans un camping, t-shirt. Pas cliché du tout. Ventre prominent, assis dans une table de pique-nique, effectivement à boire un verre. Mais bon, en Espagne, on s'approprie la rue. Ça, on le fait aussi, surtout les soirs, quand il fait frais, on va sur la plage et on installe les tables de pique-nique et on dîne sur place. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait. Mais c'est vrai que cette histoire de l'apéro, ça attire beaucoup, mais les Espagnols un tout petit peu moins, parce que nous, on a l'habitude de le faire aussi. Alors, si je vous dis vacances à la française, vous pensez à quoi d'autre, Birgit? En fait, en Allemagne, on a un proverbe qui dit vivre comme Dieu en France. Donc, c'est vraiment notre imaginaire. Donc, c'est les vacances paradisiaques. Oui, c'est ce qu'on imagine, en tout cas, parce qu'il fait beau. Pour la plupart du temps, quand même, il faut contredire Juan Rosé. En tout cas, pour un Allemand, il fait beau en France. Après, on mange très bien, on fait des apéros, justement. Il y a de très beaux paysages, il y a de quoi visiter, il y a la mer. On a beaucoup moins de mer en Allemagne. Après, il y a une chose, un bémol, en fait, beaucoup de personnes n'en vont pas en France parce qu'ils disent je parle pas français. Et du coup, dès que je parle pas français, je peux pas communiquer avec les gens, ils vont pas me servir, ils vont être arrogants. Alors que donc ils vont en Italie, en Espagne, parce que le français fait pas d'effort, italien ou espagnol. En fait, ça fait peur. Il y a cette image, c'est pas forcément vrai, mais il y a cette image que dès que vous parlez pas français, vous êtes pas bienvenu en fait. C'est le cas, vous le trouvez? C'est assez nuancé en fait, parce que je pense que quand on essaye de dire quelques mots en français, ça c'est mon expérience avant que je parlais français comme aujourd'hui, ils sont assez contents de voir qu'on fait un effort vers la personne qui est peut-être un peu plus inclinée à répondre en anglais ou essayer de répondre ou de faire une sourire ou dire je ne comprends rien, enfin, mais de quand même établir un contact. Là, ce que les Français aiment pas, et ça c'est certain, je pense que les Britanniques non plus, c'est quand les gens viennent, ils parlent directement anglais à quelqu'un en disant de toute manière cette personne va comprendre ce que je dis parce que l'anglais c'est la langue maître du monde. Et je pense qu'il y a une certaine confrontation qui s'établit et les Français ils n'aiment pas ça. Les Français ils sont très fiers de leur pays, de ce qu'ils ont. Et donc je pense qu'ils aimeraient que les gens fassent un effort pour quand même parler un petit peu français. Et là le message passe.
Donc il faut se dire, mes compatriotes qui écoutent, faites un effort, parlez un peu français et ensuite ça ira. Il y a quelques années, rappelez-vous, la mairie de Paris a fait des efforts justement pour inciter les gens qui travaillent dans la restauration à être beaucoup plus accueillants, justement parce qu'il y a un problème d'accueil. Il y avait un problème d'accueil, et notamment à Paris avec les étrangers. Ça, et c'est on une sent le réalité. changement aujourd'hui, je trouve. Vous En avez fait, ce que je viens de dire, c'est l'image. C'est pas forcément. Je suis d'accord. Dès que vous dites bonjour, voilà, les portes s'ouvrent. Mais effectivement, il y a cette image, et je pense qu'effectivement à Paris, ça change beaucoup. Mais pour revenir sur la France, vous avez tout en France qui attire les Britanniques. Là, vous savez, ils viennent tous là. Et ils rêvent tous de venir en France, soit en vacances, pour les paysages, la mer, la mode, la nourriture, le fromage. La liste est vraiment sans fin. Et vous savez, depuis que je vis ici, ça fait longtemps, on me dit souvent, mais alors... il ne faut pas revenir en Grande-Bretagne. Vous avez une chance en or de vivre en France. Vous pouvez profiter à longueur de temps. Et vous leur répondez quoi? Oui. Je leur dis non, je ne reviendrai pas. Donc, enfin, j'ai pas tellement envie d'y retourner. J'y retourne évidemment, mais je comprends pourquoi les Anglais sont autant attirés par la France, parce qu'il y a tellement de choses qui sont magnifiques, que je pense qu'il ne faut pas chercher très loin pour trouver une raison pour venir ici en vacances. Vous parliez de la mer, de la plage. Il y a ça, vous connaissez. Brigitte Bardot. Autre version, ça va vous faire plaisir, au point de creuser. Alors, j'ai lu un truc incroyable sur les Français et la plage, toujours dans le Daily Telegraph, qui dit: quand on voit un Français débarquer sur le sable avec sa famille, on croit assister à un véritable déménagement. Bouée, glacière, tuba, masque, parasol, crème, magazine, chapeau, ballon. Le minimalisme n'a pas sa place dans la conception française de la plage. C'est vrai ça, Juan José? C'est vrai, mais c'est le cas aussi en Espagne. Moi j'ai horreur. J'avais horreur d'aller à la plage avec mes parents parce qu'il y a la glacière, le parasol, les chaises, la table. Et c'était un enfer. Et là, quand je suis venu en France et tu vas à la plage et tu vois les familles débarquer, ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs de mon enfance à moi en Espagne. En Allemagne, ça surprend de voir les Français aussi bien équipés? On ne sait pas en fait. Ça sent vraiment les grands professionnels de la plage, aussi du pique-nique d'ailleurs, parce que tout à l'heure on parle de apéro et je trouve aussi qu'en France on est très très pique-nique et effectivement très bien équipé. Alors le truc allemand à la plage, c'est pas très sympa, mais ça convient encore une fois à l'image des Allemands malheureusement, c'est de se lever très tôt, de réserver sa place, la meilleure bien sûr, à la plage avec sa serviette. Et de laisser la serviette et de partir? Oui, repartir et surtout râler dès qu'il y a trop de monde autour, etc. Ça c'est impossible. Malheureusement. Vous laissez vos serviettes et vous ne la trouvez pas au bout de 30 secondes. Malheureusement, c'est ça. Mais en fait, nous, on a une semblable attitude avec les Français. Au Chili, pareil, les gens ils débarquent avec absolument tout, plus les transistors. La radio qui va sonoriser toute la plage. C'est moyen bien vu en France. Je sais, pertinemment. Et surtout que Chili, au Chili, c'est moyen vieux aussi, mais les gens, ils le font quand même. Mais c'est vrai que cette idée des plages, ça dépend où on met les pieds aussi en France, parce qu'il y a des gens qui sont très frileux en plus. Ils aiment bien garder leur espace, un peu être isolés des uns des autres. Mais c'est très folklorique de voir les gens avec les bouées, les pique-niques, parce qu'ils installent pour la journée d'ailleurs. C'est vraiment pour la journée. Philippe. Vous savez, je ne vais pas vous surprendre, mais ça aussi, on a complètement loupé nos plombs. On ne va pas partir en Angleterre pour aller à la plage. Donc, je pense que les Français qui viennent là-bas, c'est pour faire autre chose. Et on n'a pas du tout la même opinion des Français, parce qu'on trouve plutôt que c'est des touristes assez chics. Assez bien habillés, assez sensés, assez discrets. Pas du tout la même image qu'on a du touriste français et en France et ailleurs en Europe. En Grande-Bretagne, ils y vont parce qu'ils ont envie de visiter le pays, visiter les musées, visiter le Tour de Londres ou d'autres sites touristiques. C'est pas pour aller flâner sur une plage ou dans un parc, peut-être, mais c'est pas le but principal pour aller en Grande-Bretagne. Bon, vous m'avez fait la transition parfaite, justement. Comment le touriste français est-il perçu à l'étranger? Que dit-on de lui? Est-il vraiment le pire touriste du monde? On a souvent entendu ça. Vous nous direz si c'est vrai. À tout de suite sur RTL. RTL. Ils refont la France. Con Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Ils refont la France sur RTL. Et alors que les vacances scolaires ont débuté hier, ils refont la France spéciale vacances avec toujours Birgit Holzer, Paola Martinez, Philippe Turle et Juan José Dorado. Jusqu'à 20h. Rifanno la Francia. Ils refont la France sur RTL. Vacances. 25
25% des Français qui ont l'intention de partir cet été le feront donc à l'étranger. À quoi reconnaît-on un touriste français à l'étranger? Philippe, avant la pause, vous nous disiez il est chic, distingué, plutôt discret. Birgit. Je suis assez d'accord en fait. C'est pas ceux qui sont les plus bruyants par exemple. C'est pas ceux qui dérangent le plus. Je pense effectivement ils sont plus discrets. Bon, il y en a moins aussi peut-être. C'est plus rare de voir des Français en Allemagne que les Allemands en France par exemple. Juan Rosé, les Français adorent l'Espagne. Oui, à quoi on les reconnaît? Alors déjà ils sont pas les pires et ils sont certainement plus discrets que les Anglais à Benidorm où effectivement c'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs ils ont une très 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 mauvaise presse les Anglais. Mais c'est vrai que les Français, quand ils débarquaient en Espagne depuis les années 60, l'image, c'est d'un râleur. C'est la première des choses. Mais de toute façon, c'est le truc qui revient toujours. Il est râleur, tout le temps, il est râleur. Donc, avec un regard... il dit quoi? C'est moche, c'est pas voilà, bon. Il est jamais content, ni le service, ni la bouffe, ni le boisson. Il est jamais content. Mais bon, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, ça a beaucoup changé parce qu'on est passé du tourisme de plage et d'alcool, c'est la réalité. On est passé à un tourisme d'intérieur où tu as des couples qui vont visiter les musées, les villages patrimoine de l'humanité, etc. Et donc aujourd'hui, l'image du Français de façon générale s'est beaucoup améliorée par rapport à ce qui était il y a 20, 30, 40 ans. Effectivement, j'ai regardé. Il y a, dans les années 2010, il y avait eu une enquête réalisée par les professionnels du voyage et les Français arrivaient à première place, les pires touristes du monde. 4500 hôteliers interrogés quand même, donc c'était pas juste un petit sondage. On était les premiers à se plaindre, mal polis, seuls les Américains faisaient mieux, etc. Ça a pas mal évolué puisqu'on n'est plus dans les plus mauvais. Les plus mauvais maintenant, ce sont, je cherche, les Chinois et les Indiens. Et en haut du classement, parmi les meilleurs touristes, on retrouve les Japonais, les Allemands et les Anglais. Bravo à tous les deux. Les Canadiens, les Espagnols, eux, sont 16e. Paola, vu du Chili, le touriste français, on le reconnaît comment? Ça dépend parce qu'il y a deux types de Français qui visitent l'Amérique latine. Oui. C'est le Français qui est un peu hippie, très explorateur, très curieux. Exactement, qui va aller avec ses petites bottes et son sac à dos, explorer les coins les plus perdus. Quelqu'un qui est très avenant et très bienvenu aussi. Et je dis, tiens, un Français, ils sont pas si râleurs que je pensais, et donc tous les clichés qui étaient complètement construits, les stéréotypes, ils tombent avec ce type de personnages. Et aussi, ça m'est arrivé de voir d'autres Français dans le désert d'Atacama, un lieu qui se prête notamment pour l'aventure, pour être détendu. Des Français que j'avais envie de les flinguer, excusez-moi l'expression. C'était interdit de parler français avec mes enfants à un moment donné pour ne pas se faire repérer parce que j'avais honte. Vraiment. Et tout ce que vous décriviez, comment les gens ils les décrivaient comme étant des gens antipathiques, râleurs, pas contents, impolis, voire très arrogants, c'était ces types de personnes. Malheureusement, c'était un moment très précis. Mais je dis, c'est pas une généralité. Je pense que dans l'Amérique latine, notamment, on a ces deux types de personnes, des gens qui ont les moyens, parce que ça coûte cher de prendre l'avion pour aller dans des pays si lointains. Et donc, les gens, ils veulent aussi des retours, un service digne, si vous voulez, des investissements. Mais quand même, je suis d'accord de l'idée que ça dépend où ils vont les gens, mais en termes généraux, on a cette idée d'un Français qui est très curieux et qui est très bienveillant envers les gens et les nouvelles découvertes qu'il fait. Bon, le touriste allemand en France, vous nous disiez, Birgit, tout à l'heure, c'est celui qui se lève très très tôt pour aller déposer sa serviette et avoir la meilleure place sur la plage. Ouais. À quoi d'autre on peut le reconnaître, le touriste allemand? Je ne veux pas trop mal parler de... Les chaussettes dans les sandales? C'est ça, les chaussettes dans les Birkenstock. C'est pas un cliché. Malheureusement, ça existe toujours, alors que... Vous savez, c'était revenu à la mode. Là, oui, mais c'est quand même pas très joli, en fait, même si c'est à la mode. Après, il y a aussi les Bermudas avec plein de couleurs à la Hawaï. Oui, voilà, c'est vraiment en fait, j'ai une mode, un style qui est vraiment à l'opposé à la mode française. L'espagnol, on le reconnaît à quoi? On peut aujourd'hui le reconnaître, aujourd'hui, je veux dire, pas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on le reconnaît qu'il a les oreilles de Mickey sur la tête. Ah bon? Parce que vous savez, Disneyland Paris, c'est la première destination touristique en France. Aujourd'hui, en Espagne, vous dites, vous allez où? On va à Disney. On va pas à Paris. On va pas à Paris. Il y a des charters qui arrivent à Paris le jeudi et qui repartent dimanche. Et les gens n'ont pas mis un seul pied à Paris. Ils n'ont pas vu la Tour Eiffel, pas les Champs-Élysées, ils voient Disney. Et ça, c'est terrible. Alors,
vous les voyez parfois à la Tour Eiffel avec leurs oreilles de Mickey, les enfants à la tête, parfois les mamans aussi. Hein. Donc voilà comment vous reconnaissez les Espagnols. 15 millions de visiteurs avant le Covid par an hein, pour Disneyland Paris. Notre-Dame, avant l'incendie, c'était 12 millions de visiteurs par an. Le Louvre, 8 millions. Versailles et la Tour Eiffel n'arrivent qu'en 5e position. Le Britannique, on le reconnaît comment, le touriste britannique? Parce qu'il est mal habillé. Ah aussi Oui, surtout certains hommes sur les plages qui portent... Je dirais que c'est une espèce de stéréotype, mais ça arrive encore. Certains hommes qui portent un short, des sandales et des chaussettes grises dans les sandales. Et je trouve ça d'un mauvais goût. Donc le Britannique est un peu allemand sur les bords en vacances. Empire. Empire. Bon, depuis le début de cette émission, on entend toutes sortes de chansons autour des vacances. Alors du coup, je vous ai demandé à chacun d'entre vous quelle était votre chanson des vacances. On va commencer avec votre premier choix, Birgit. Sonnenbrille auf und ab ins Café, wo ich die schönen Frauen auf der Straße sehe. Dann Sprung mitten rein in den kalten Pool und ein Kaipirin, ja, ziemlich cool. Sonnenlicht drauf und ab zur Liege wie... Alors je vais vous laisser le prononcer parce que je vais mal le dire. The Wise Guys, mais c'est pas un mot... non, le titre. Jetzt Sommer. Jetzt Sommer, ça veut dire maintenant c'est l'été. En fait, il dit l'été c'est même s'il pleut. C'est dans le cœur. Dans le cœur, parce que parfois il pleut en Allemagne. Et alors vous aviez quand même un deuxième choix. Über den Wolken, wo ist die Freiheit wohl grenzenlos? Ça fait un peu moins été que l'autre. Oui, c'est ça. Mais en fait, il dit qu'au-dessus des nuages, la liberté est sans fin. Et moi, j'y pense toujours quand je prends l'avion, par exemple. Donc pour moi, c'est très vacances. Après, nous, on a beaucoup de chansons anglaises, en fait. Donc c'était un peu difficile de trouver une chanson allemande. Mais pour moi, c'est un peu ça, l'esprit de liberté, en fait, de lâcher prise et de voilà. Ceci dit, on ferme les yeux. Moi, je comprends rien à ce qu'il dit. Mais c'est un peu le Francis Cabrel allemand. Mais on se sent effectivement partir. Votre choix à vous, Paola, c'est ça. C'est ça, les vacances à la chilienne. C'est joli. Bah oui, la chilienne, c'est ça que j'ai trahi complètement de mes racines, mais c'est la brésilienne. Ça me fait penser à des couchers de soleil. C'est un cliché total, hein, j'avoue, absolument. Mais c'est tellement doux et ça me fait penser à ces vacances. C'est le moment de repos, de détente. Voilà. Caetano Veloso? Non, c'est Joao Gilberto. Philippe, votre choix à vous, c'est ça. Ça c'est Christmas. Ah mais non, Summer Holiday. C'est Cliff Richard. Vous chantez super bien, hein, ceci dit. Cliff Richard, qui a 82 ans, et l'année dernière, c'est un énorme fan de Wimbledon, donc il était probablement là pour le Wimbledon 2022, mais l'année dernière, en 2021, il a chanté cette chanson en a cappella. Grande dame de tous les supporters qui disaient oh là là, Cliff Richard va venir chanter. Il a pas trop mal réussi, mais j'ai choisi cette chanson parce que cette chanson date de 1963 et Cliff Richard est l'un des derniers chanteurs britanniques qui était encore en train de chanter avant que je sois né. Et donc tout le monde connaît cette chanson. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté chant de Noël dans la... Oui. Juan José, votre choix, vous avez fait deux choix, vous. Ouais. Premier, celui-ci. Let's go. Ça, c'est ce qu'on va entendre dans les boîtes de nuit cet été en Espagne. C'est ce qu'on entend déjà dans les boîtes de nuit. Es Lomo, alors c'est la chanson qui a représenté l'Espagne à l'Eurovision et qu'on est partout. Troisième. Ah oui, pas mal. On est arrivé troisième, la meilleure position depuis 27 ans pour l'Espagne. C'est une cubaine d'ailleurs, elle est cubaine. Et nous avons une grosse tradition de la chanson d'été. La chanson d'été en Espagne, c'était une tradition. C'est pour ça que je vous ai proposé ce morceau qu'on écoute aujourd'hui. Et qui est celui donc de cette année. Et votre autre choix, c'est celui-ci. Bailemos el bimbo. Elle connaît Paola. Alors El Bimbo, elle est chantée par Georgie Dan. Alors attendez, El Bimbo, ça veut dire comme la bimbo en français ou c'est ça? Danse le bimbo. Ah non, on danse le bimbo parce qu'on sait ce que c'est qu'une bimbo en France. Non, c'est pas la même connotation. D'accord. C'est pas du tout. Alors c'est chanté par Georgie Dan. Alors c'est qui Georgie Dan? C'est un Français né à Paris qui a fait le conservatoire à Paris, a étudié la clarinette, a été professeur des écoles à Paris et puis en 65 il va représenter la France en Espagne au festival de la chanson méditerranéenne. Et il tombe amoureux de l'Espagne et il reste en Espagne. Et depuis, il est devenu le chanteur
qui tous les ans a sorti la chanson de l'été. Et donc c'est le Bimbo, et dès 1975, il est mort l'année dernière. Il est mort du côté des Majadahonda, du côté de Madrid, parce qu'il n'est jamais rentré vivre à nouveau en France. Quand vous parlez de la chanson de l'été, vous parlez de Georges Dan, et c'est un chanteur français. Sa dernière chanson... Il a traversé l'Atlantique, je veux dire. Tout à fait, voilà. Et sa dernière chanson, c'était en 2013. Et il chantait, je vous donne quelques mots comme ça, il disait « Elle a un corps de rêve, elle peut être blonde le matin et brune le soir, elle te fait sourire, elle ne t'abandonne jamais. » Une vraie chanson d'été. Oui, sauf que c'était pas sa femme, c'était la bière. Oh non, voilà, alors là, Georges Dan, 2013, sa dernière chanson de l'été. Bon, et il est mort à 81. Ah non. Donc, En France, quand on parle chanson de l'été, tube de l'été, on pense à ça. La lambada. Eh ben oui, la lambada. C'est le premier vrai tube de l'été en France, 1989. C'est cette chanson qui a lancé la mode après des tubes de l'été. 2 millions de singles vendus quand même à l'époque. Numéro 2 dans le classement de tous les temps. Exactement. Vous connaissez les chorégraphies avec. Oui, on a tous dansé ça en Espagne, en France, partout. Et numéro 3. Ça, c'est West. West à l'année. Effectivement, ça aussi, on l'a tous entendu. 1997. Bon, j'espère qu'on vous donne, vous qui nous écoutez, envie de danser, de profiter de cet été. On va marquer une toute petite pause. Dans un instant sur RTL, l'idée qu'on pourrait leur piquer, avec ce soir forcément des idées de vacances. À tout de suite. Loro rifanno la Francia. Ils refont la France con Amandine Bégaud. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Amandine Bégaud. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé. On parlait de tube de l'été, moi ça me fait direct penser aux vacances. On l'a dans la tête depuis le début de la journée. Dernière partie avec vous, Arthur, bonsoir. Bonsoir Amandine. Arthur Asquin qui nous a rejoint comme chaque semaine bien sûr. La idea Qu'on pourrait leur piquer. que podríamos copiarles. Et vous nous avez donc trouvé 2 idées spéciales vacances. On va commencer avec un maillot de bain idéal pour bronzer, Arthur. Oui, terminé la marque des bretelles et les fesses blanches, un couple de Français a mis au point le bicunu, un maillot qui permet de bronzer donc même sous le tissu. Alors d'après ses inventeurs, le textile utilisé bloque les rayons UV dangereux et laisse passer ceux qui permettent de dorer au soleil sans brûlure. Mettez quand même un peu de crème solaire au cas où. Côté porte-monnaie, bon, c'est pas donné. Le maillot 1 ou 2 pièces femme coûte 95 €. Le short de bain pour les hommes, 75. Mais tout est fabriqué en France, dans des ateliers qui favorisent en plus l'emploi de personnes en situation de handicap. Ça s'appelle bicunu. Le bicunu. Bon, ça le mérite d'être clair. Deuxième idée, un hôtel, on va dire sympa ou pas. Hein. Oui, plutôt pas. plutôt pas. Voilà, je sais pas si ça vous dit de passer un petit séjour dans une chambre d'hôtel sans toit, sans mur, coincé entre une station essence et une route cantonale avec pas mal de voitures. Comme ça non, a priori. Mais si ça vous tente, bienvenue à Saillon, au pied des Alpes suisses. Moyennant 325 €, vous pourrez passer la nuit dans un Null Stern Hotel. Ça signifie 0 étoile en allemand, hôtel 0 étoile. C'est l'œuvre de 2 artistes conceptuels. Ah, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art, mais vous pouvez l'utiliser. Voilà. Le but de cette chambre, baptisée anti-idyllique, c'est justement de vous empêcher de dormir et de réfléchir ainsi, je cite, aux conséquences du réchauffement climatique, des guerres et de la quête sans fin de l'humanité vers la perfection. Alors les réservations... C'est pas du tout prise de tête pour les vacances. Non. Et c'est très curieux, mais il y a encore pas mal de place pour cet été. Si ça vous dit. Et précision qui a son importance, si jamais la pluie s'invite pendant votre séjour, vous serez relogé dans l'hôtel 4 étoiles de Saillon avec un toit et des murs. Bon, qu'est-ce que vous choisissez entre l'hôtel 0 étoile et le bicunu? J'adore déjà ce nom. Moi, bicunu. Le bic, c'est très très bon, le bicunu. Bon, j'ai bien compris, je peux avoir plusieurs bicunus pour une nuit dans cet hôtel-là. Donc oui, 3 bicunus. Vous pouvez faire du bicunu dans l'hôtel sans toit. Ouais, en Suisse, bon. Voilà. Je ne suis pas pour l'art conceptuel, ça me paraît trop compliqué. Alors l'histoire du bicunu, qu'est-ce que tu veux? Je te dis, moi à la limite je préfère le naturisme, au moins c'est nature quoi. Moi, je crois que j'étais déjà dans un hôtel comme ça, en Haute-Savoie, quand j'étais en train de suivre le Tour de France. Et on nous a mis dans un hôtel où, comble du sort, sur le dos de la porte, il y avait une fiche avec le prix, et c'était toujours en francs. Donc je me disais, il n'y avait pas grand monde qui était venu depuis avant 2002 dans cette chambre d'hôtel.
Paola, le bikini. Les bikinis, plutôt, je suis d'accord avec Juan José aussi. Bikini, pourquoi pas, mais j'aime bien les plages nudistes. Même si je ne pratique pas. Non, pas du tout. Vous savez que la France est aussi championne du monde de nudisme. Oui. Et il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France pour faire du naturisme. C'est connu. Ah, c'est connu? Oui, c'est très connu. Bon, on va finir sur cette petite note. On aura appris des choses. On aura appris plein de choses. Un grand merci en tout cas à tous les 5. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain. Après la spéciale vacances, on vous fera une spéciale bleu-blanc-rouge au lendemain du 14 juillet. En attendant, on vous souhaite bien sûr un très bel été sur RTL. Bonne soirée.